Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler d'annotation de type, puisque effectivement, depuis la version 3.5 de Python, il est désormais possible d'utiliser un système de typage, un peu comme on le ferait avec TypeScript ou avec d'autres langages de programmation fortement typés. Ça va nous permettre d'avoir un code qui va être plus robuste, on va limiter les erreurs. Ça va nous permettre également d'avoir un code qui va être plus facile à travailler en équipe. On va avoir une meilleure lisibilité du code et les annotations vont également servir pour documenter notre code. Alors on peut tout de suite montrer un premier exemple. On va définir une variable âge et on va rajouter une annotation de type. Pour ça, on utilise les deux points après le nom de la variable et on va venir dire ici que notre variable âge est de type int integer, un nombre rond, et ensuite, comme d'habitude, on vient renseigner le signe égal et on passe la valeur de notre variable. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de type dans notre script, on peut utiliser différents moyens. Par exemple, on pourrait installer un module mypy qui va nous permettre de vérifier les erreurs de type. Au lieu d'exécuter le script comme on le fait d'habitude avec Python, eh bien on peut utiliser mypy que l'on vient d'installer. Ensuite, on renseigne le nom de notre script, on exécute la commande et on voit qu'il n'y a pas d'erreur de type dans notre fichier. Si par contre, on vient modifier la valeur de la variable âge et qu'on renseigne une chaîne de caractères, alors qu'on a défini notre variable âge comme étant de type integer, et bien cette fois-ci, lorsque on exécute à nouveau la commande précédente, on a bien une erreur. Ça, c'est une première manière de faire, mais lorsque on utilise VS Code, on peut faire les choses plus simplement. Il suffit de rajouter une extension, Pylance. On installe l'extension, on la rend active, et ensuite on peut aller dans la palette de commandes, on va ouvrir le fichier de configuration, et on va venir rajouter la ligne suivante pour la vérification du type, et on va passer le mode strict. Une fois que on a rajouté cette ligne dans le fichier de configuration, on voit que au niveau du fichier Python, on a bien une erreur et Pylance nous explique que on ne peut pas assigner une chaîne de caractères à une variable qui a été définie comme étant de type integer. Alors on va pouvoir montrer quelques annotations basiques. On pourrait par exemple définir une variable name et au niveau du type, on va mettre chaîne de caractères et pour la valeur, on va bien renseigner une chaîne de caractères. Si on passe ici un nombre, on a une erreur. On pourrait par exemple définir une variable qui va être un booléen. Et ici, au niveau de la valeur, on renseigne bien un booléen. Si on passe un nombre, à nouveau, on a une erreur de type. De la même manière, on pourrait définir une variable qui va être un nombre à virgule. On pourrait également rajouter des annotations pour les paramètres d'une fonction. Ici, on va définir une fonction add avec deux paramètres, et les deux paramètres vont être de type integer. On peut également rajouter un type pour la valeur qui va être retournée par la fonction. Pour faire ça, on utilise cette syntaxe avec la flèche, un tiret du milieu et ensuite le symbole plus grand que. Et on va dire que notre fonction va retourner une valeur qui va être de type integer aussi. Pour l'instant, on a une erreur puisque notre fonction ne retourne aucune valeur. Si on retourne une chaîne de caractères, on a une autre erreur de type. Pylance nous explique que la fonction doit retourner
un integer. Ça correspond à la notation que l'on vient de rajouter ici. Alors on va retourner effectivement un integer, et pour ça on va faire la somme de nos deux paramètres. Comme nos deux paramètres sont des integers, la somme va être également un integer. Alors par exemple, si notre fonction ne retourne aucune valeur, on pourrait rajouter au niveau de la notation pour le retour de la fonction none. Dans ce cas, par exemple, on a une fonction qui permet de loguer un message dans le terminal. Donc la fonction ne retourne aucune valeur. Et au niveau de la notation, pour le retour de la fonction, on vient mettre none. Et on va simplement afficher un message. Et on va venir utiliser la fonction now à partir du module datetime pour récupérer le moment d'exécution de la fonction et le message. On va pouvoir également rajouter des annotations sur les conteneurs. On avait parlé des conteneurs dans la deuxième vidéo de la série, ce sont les listes, les ensembles, les dictionnaires et les tuples. Pour les conteneurs, il va falloir importer des types spécifiques à partir du module typing. On pourrait par exemple importer le type list, et juste en dessous, on va définir une variable pour lister des températures. Au niveau de la notation, on va utiliser le type list que l'on a importé, et on va préciser que notre liste va devoir contenir uniquement des integers. Et effectivement, au niveau de la valeur, on va renseigner une liste avec à l'intérieur uniquement des integers. Si on renseigne par exemple une valeur qui est un nombre à virgule, on a tout de suite une erreur. On va pouvoir faire la même chose avec les dictionnaires. On va venir créer un dictionnaire. Au niveau de la notation, on utilise le type dict. Et on va préciser que notre dictionnaire aura des clés qui seront des chaînes de caractères associées à des valeurs qui seront des nombres à virgule. Et effectivement, on vient créer notre dictionnaire. Au niveau des clés, on utilise des chaînes de caractères. Et au niveau des valeurs, on utilise des nombres à virgule. On pourrait également utiliser le type tuple. On va définir une variable pour représenter une couleur. Et ici, on va utiliser au niveau de la notation le type tuple. Et on va venir préciser que notre tuple pour la couleur sera composé de 3 valeurs qui vont être à chaque fois des integers. Ensuite, on vient renseigner la valeur de notre variable. Et effectivement, on passe bien un tuple avec 3 valeurs qui sont des integers. Si par exemple, on ne renseigne que 2 valeurs, on a tout de suite une erreur puisque on est censé renseigner 3 valeurs dans notre tuple. Ensuite, si on souhaite, par exemple, avoir un dictionnaire avec des clés spécifiques, on pourrait utiliser le type typedDict qui va fonctionner de manière un peu différente. On va venir définir un type spécifique en utilisant une classe. Donc ici, on vient définir le type user et la classe va hériter du type typedDict. Et dans cette classe, on va définir nos différentes clés et pour chaque clé, on va préciser le type de la valeur associée à la clé. On va avoir une première clé ID dont la valeur va être un integer, une clé name dont la valeur va être une chaîne de caractères et également une clé email dont la valeur va être également une chaîne de caractères.
Et ensuite, on peut définir une variable user. Au niveau du type, on va utiliser le type user que l'on a défini avec notre classe. Et on va venir renseigner un dictionnaire. Et ce dictionnaire, il doit posséder les 3 clés. Donc on va rajouter une clé ID. La valeur pour la clé ID doit être un integer. Ensuite, il va falloir rajouter la clé name. Et la valeur pour la clé name doit être une chaîne de caractères. Et enfin, il manque la clé email, dont la valeur doit être également une chaîne de caractères. Un autre type qui peut être assez pratique dans certains scénarios, c'est le type any. Comme précédemment, on va pouvoir l'importer à partir du module typing. Et grâce à ce type, on va pouvoir utiliser n'importe quel type, par exemple dans une liste. On pourrait ici renseigner le type any, et comme ça on peut créer une liste avec n'importe quel type au niveau des valeurs de la liste. On peut renseigner une chaîne de caractères, un nombre à virgule et un booléen par exemple à l'intérieur d'une même liste grâce à ce type any. Il va être également possible de créer des unions entre différents types. Alors pour ça, il va falloir importer le type union à partir du module typing. Et par exemple, on pourrait définir une fonction double qui va prendre un paramètre. Et si on souhaite que ce paramètre soit ou bien une chaîne de caractères ou bien un nombre, on peut utiliser le type union. Et ici, on va préciser soit une chaîne de caractères, soit un nombre. Notre fonction, elle va retourner systématiquement un integer. Et ici, ce que l'on peut faire, c'est vérifier si notre paramètre est une chaîne de caractères. Si c'est le cas, on va venir convertir la chaîne de caractères en un nombre et on va la multiplier par 2. Autrement, ça veut dire que notre paramètre est déjà un integer et donc on va pouvoir multiplier la valeur par 2. Et maintenant, on peut utiliser notre fonction double soit avec des integers, soit avec des chaînes de caractères. Par contre, on ne va pas pouvoir utiliser la fonction double avec des nombres à virgule, puisque les nombres à virgule ne sont pas inclus dans notre union, au niveau du typage du paramètre de la fonction. On va également pouvoir utiliser des types optionnels. Comme précédemment, il va falloir importer un type spécifique à partir du module typing. Et par exemple, on pourrait définir une fonction qui permet de récupérer un utilisateur. En paramètre, on va avoir l'identifiant de l'utilisateur qui va être un integer. Et ici, on va retourner de manière optionnelle une chaîne de caractères. Et donc par exemple, ici on pourrait vérifier si l'identifiant vaut 1. Dans ce cas, on va retourner le nom de notre utilisateur sous la forme d'une chaîne de caractères. Mais ici, on peut également retourner none si l'identifiant est différent de 1, puisque le retour de la chaîne de caractères est optionnel. On va pouvoir également créer des alias. Autrement dit, on va pouvoir définir nos propres types pour éviter d'avoir à renseigner systématiquement les mêmes annotations à chaque fois qu'on va créer une variable d'un même type. Si on reprend notre exemple des couleurs, au lieu de renseigner systématiquement la notation complète, on pourrait plutôt définir
un alias, on va l'appeler color, et il va s'agir d'un tuple avec à l'intérieur 3 integers, et maintenant on peut utiliser cet alias au niveau des annotations pour les variables, et comme ça on va pouvoir créer très facilement d'autres variables qui vont être du type color, et à chaque fois il va falloir renseigner un tuple avec à l'intérieur 3 integers. On va pouvoir également utiliser des types littéraux qui vont se confondre avec des valeurs bien précises. Pour ça, il va falloir importer littéral à partir du module typing, et on pourrait définir un alias, on va l'appeler status, et ici on va utiliser une union de types littéraux. On va donc avoir le choix entre différentes valeurs bien précises, soit success, soit info, soit erreur, soit danger. Et maintenant, on pourrait utiliser ce nouveau type à l'intérieur d'une fonction. En premier paramètre, on va avoir un message qui va être une chaîne de caractères. Et en deuxième paramètre, on va avoir un statut de type status. Notre fonction va retourner une chaîne de caractères. Et ici, on pourrait retourner par exemple une div. Entre les deux balises, on va venir passer le message. Et on pourrait rajouter des classes pour styliser notre div. On va avoir une classe notif, et on pourrait avoir une deuxième classe, par exemple, pour changer la couleur de la notification en fonction du statut. Et lorsque on va invoquer notre fonction, en premier argument, on est bien obligé de renseigner un message sous la forme d'une chaîne de caractères. Et au niveau du deuxième argument, vous voyez que on a le choix entre 4 valeurs bien précises. Ce sont des types qui se confondent avec des valeurs. Donc on a le choix entre danger, erreur, info ou success. Si on vient renseigner une chaîne de caractères qui n'est pas présente dans l'union de types littéraux, on a une erreur. Comme c'est le cas dans la plupart des langages de programmation fortement typés, on va pouvoir utiliser des génériques en Python qui vont agir en quelque sorte comme des paramètres de type. Alors on va montrer un exemple avec une fonction. On va venir importer type var à partir du module typing, et on va pouvoir utiliser ce nouvel outil pour définir un type générique. On va l'appeler par exemple t, même si on pourrait lui donner n'importe quel nom, puisque en définitive il s'agit d'un paramètre de type, donc on pourrait l'appeler n'importe comment, mais par convention en général on utilise des lettres majuscules. On va venir stocker notre type générique dans une variable, et maintenant on va pouvoir utiliser ce type générique, par exemple dans une fonction. On va définir une fonction qui permet de récupérer le premier élément d'une liste. En paramètre, on va passer une liste. Et au niveau de la notation, on va dire que ce paramètre est de type liste. Et pour le type des éléments qui se trouvent à l'intérieur de la liste, on va utiliser notre type générique t. Et au niveau de la notation pour le retour de la fonction, comme la fonction est censée retourner le premier élément de la liste, et que notre liste contient des éléments de type t, et bien ici on va retourner un objet de type t. Et effectivement, au niveau de l'implémentation, on va retourner le premier élément de la liste. Et maintenant, on peut utiliser notre fonction, et ici,
on va pouvoir renseigner par exemple une liste avec que des integers à l'intérieur. Et dans ce cas, le type integer va venir substituer le type t. Alors on pourrait faire la même chose en exécutant cette fois-ci la fonction avec une liste qui va contenir uniquement des chaînes de caractères. Et dans ce cas, le type string va venir substituer le type t. Et donc on le voit, les génériques vont permettre de conserver un typage strict tout en ajoutant une certaine forme de flexibilité. Ça va être très pratique et on va pouvoir utiliser également les génériques avec des classes. On va montrer un exemple. On va définir un nouveau type générique. Et pour utiliser les génériques avec les classes, on va pouvoir importer générique à partir du module typing. On va définir une classe pour des objets qui vont être des collections. Ici, on va venir hériter de générique et on va pouvoir passer notre type générique U. Et comme ça, maintenant, on va pouvoir l'utiliser à l'intérieur de la classe. On va définir la méthode init. Ici, on va avoir un paramètre data lorsque on va invoquer le constructeur. Et au niveau du type, pour ce paramètre data, on va utiliser une liste. Et au niveau du type des éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette liste, on va utiliser le type générique U. On va pouvoir rajouter notre attribut data. Et ensuite, on pourrait définir par exemple une méthode get. En paramètre, on va avoir un index qui va être un integer. Et le but de cette méthode, ça va être de retourner un élément particulier de nos données, autrement dit de notre liste qui contient des éléments de type U. Donc, la méthode get devrait retourner un objet de type U. On va venir chercher la liste et on va récupérer l'élément qui se trouve à l'index. On va rajouter également une méthode add. En paramètre, on va passer un nouvel item pour l'ajouter dans la liste et l'item va être de type U puisque pour nos données, on a bien affaire à une liste qui contient uniquement des éléments de type U. Cette méthode add, elle ne va rien retourner, donc on va utiliser le type none au niveau de la notation pour le retour. On va venir chercher la liste et on va rajouter le nouvel item de type U dans notre liste. Et maintenant, on va pouvoir créer des nouveaux objets à partir de la classe. Et ici, au niveau du constructeur, on va pouvoir passer des données. On va renseigner pour cette collection de scores une liste qui contient uniquement des nombres. Et on pourrait créer un deuxième objet, une nouvelle collection qui va contenir cette fois-ci des notes. Et on va passer une liste avec à l'intérieur que des chaînes de caractères. Et maintenant, on pourrait utiliser la méthode add sur le premier objet. Et on le voit tout de suite au niveau de la notation. On sait qu'il faut passer dans cette méthode add un item qui va être un integer. Par contre, si on utilise notre deuxième collection, lorsque on essaye d'invoquer la méthode add, on le voit au niveau de la notation, il faut impérativement renseigner une chaîne de caractères. Et donc si on essaye d'utiliser la méthode add
sur la deuxième collection et que on essaye de renseigner un nombre, on a une erreur. Autre chose que l'on va pouvoir utiliser avec les types en Python, ce sont les protocoles, qui vont être à peu près l'équivalent conceptuel des interfaces dans les autres langages de programmation typée. L'idée des protocoles, ça va être de pouvoir imposer une certaine forme de contrat qui va devoir être respecté par les différentes classes qui vont implémenter le protocole. Alors on va montrer un exemple. Je vais venir coller différentes classes. On a une classe produit, une classe client et une classe catégorie. Et on le voit, ces différentes classes possèdent des points communs, mais également des différences. Par exemple, on peut remarquer que les deux premières classes possèdent à la fois un attribut ID et un attribut name. Par contre, la dernière classe possède bien elle aussi un attribut name, mais elle ne possède pas d'attribut ID. Alors on pourrait définir un protocole. On va venir importer protocole à partir du module typing et on va définir un protocole. On va l'appeler par exemple entité. On utilise la syntaxe de classe et on va venir hériter de protocole. Et ici, on va venir lister les différents attributs et les méthodes qui devront être respectés par le protocole. On va dire que toutes les classes qui vont implémenter le protocole entité devront posséder un attribut ID de type integer et également un attribut name de type chaîne de caractères. Et maintenant, on pourrait utiliser ce protocole, par exemple, à l'intérieur d'une fonction. On va avoir une fonction getInfo. En paramètre, on va passer un objet. Et on va dire que cet objet est de type entité. Autrement dit, il va falloir que cet objet respecte le protocole. Il va falloir que l'objet possède un identifiant de type integer et un attribut name de type chaîne de caractères. La fonction va retourner un tuple avec deux éléments. Le premier va correspondre à l'identifiant, donc ce sera un integer, et le deuxième va correspondre au nom, donc ce sera une chaîne de caractères. Et ici, effectivement, on va retourner un tuple et on va aller chercher l'attribut ID et dans un second temps, on va aller chercher l'attribut name. Et maintenant, on peut utiliser notre fonction getInfo et ici, on va pouvoir passer par exemple un objet de type product, tout simplement parce que les objets de la classe product respectent le protocole. Dans les objets de la classe product, on a bien un attribut ID et un attribut name. De la même manière, on va pouvoir utiliser notre fonction avec un objet instancié à partir de la classe customer, simplement parce que la classe customer respecte le protocole entité. On a bien dans la classe customer à la fois un identifiant et une propriété name. Par contre, si on essaye d'utiliser la fonction avec un objet de la classe catégorie, tout de suite, on a une erreur puisque la classe catégorie ne respecte pas le protocole. Si on vient rajouter un nouveau paramètre dans le constructeur et donc un nouvel attribut ID, et bien cette fois-ci, notre objet de type catégorie respecte le protocole. Il a
un attribut ID et un attribut name, et donc il peut être utilisé dans la fonction getInfo. Pour terminer cette vidéo, on va montrer que on peut utiliser les protocoles pour rajouter des contraintes sur les génériques. On va commencer par créer un nouveau protocole, asID, qui va beaucoup ressembler au protocole précédent, sauf que cette fois-ci, on va avoir uniquement un attribut obligatoire, l'attribut ID, qui va être de type integer. Ensuite, on va venir créer un type générique, on va l'appeler W, sauf que cette fois-ci, on va rajouter une contrainte sur ce générique en utilisant le paramètre bound, et on va venir passer notre protocole. Et donc maintenant, lorsque le paramètre de type W va être substitué par un type concret, il va falloir que ce type concret respecte le protocole. Autrement dit, il va falloir que les objets possèdent un attribut ID de type integer. Alors on va pouvoir utiliser notre type générique, par exemple dans une classe. On va venir créer une classe générique, et comme ça on va pouvoir utiliser notre type générique à l'intérieur de la classe. On va définir un constructeur. On va venir rajouter un attribut privé data qui va être une liste. Et à l'intérieur de la liste, on va avoir des objets de type W. Et au départ, on va initialiser la liste avec une liste vide. On pourrait rajouter une méthode add. En paramètre, on va passer un item de type W pour pouvoir rajouter un nouvel item à l'intérieur de la liste. Au niveau de la notation pour le retour, on va mettre none, puisque la méthode ne va rien retourner. On va simplement venir chercher notre liste. On va utiliser la méthode append sur la liste et on va rajouter l'item. On pourrait également définir une méthode getById. Ça fait sens ici de définir une méthode getById puisque on sait que nos objets de type W respectent le protocole asID et vont donc avoir nécessairement un attribut ID de type integer. En paramètre, on va venir passer un identifiant qui va être également de type integer, comme c'est le cas dans le protocole. Et cette méthode, elle va retourner soit un objet de type W si on parvient à récupérer un objet à partir de l'identifiant, ou bien on va venir retourner none si on ne parvient pas à récupérer d'objet à partir de l'identifiant. Donc on peut également utiliser cette syntaxe pour les unions de type. Au niveau de l'implémentation, on va venir boucler sur la liste. À l'intérieur de la boucle, on va rajouter une condition. Et on voit qu'on peut effectivement accéder à l'attribut ID sur nos objets de type W, puisque on a rajouté le protocole asID au niveau de la contrainte sur le type. On va venir comparer l'attribut ID avec le paramètre. Et si on a une correspondance, on va venir retourner l'item. Autrement, on va retourner none. On pourrait également définir une dernière méthode qui va permettre de récupérer la liste complète. Et on va venir
retourner notre attribut privé data. Et donc maintenant, on va pouvoir créer des dépôts à partir de notre classe. On pourrait utiliser d'ailleurs les classes que l'on avait créées précédemment, puisque dans tous les cas, on a bien un attribut ID. Alors pour prouver justement que ça fonctionne correctement, on pourrait supprimer ici l'attribut ID sur les catégories. Ici, forcément, on va pouvoir commenter cette ligne de code et on va venir d'abord créer un dépôt pour les produits. Entre crochets, on va pouvoir préciser que l'on souhaite substituer le paramètre de type W avec le type concret product. On vient instancier le dépôt et maintenant on peut utiliser par exemple la méthode add pour rajouter un nouveau produit. On passe les paramètres. Et par contre, si on essaye de créer un dépôt pour les catégories, ça ne devrait pas fonctionner puisqu'on a supprimé l'identifiant dans notre classe catégorie. Vous voyez que tout de suite, Pylance nous montre qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas utiliser le type concret catégorie puisque on ne respecte pas la contrainte asID. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur le typage et les annotations en Python. Alors bien sûr, on pourrait développer bien d'autres aspects sur ces questions de typage. Ça mériterait presque une série en soi. Mais voilà un premier aperçu. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.